Donc, bienvenue à cette table ronde qui est un peu inédite sur le sujet suivant qui est quelle solution d'emprunt et de garantie pour votre entreprise. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires de présents qui vont vous présenter leur structure et on va avoir des questions qui seront posées aux trois banques présentes. Donc, pour la BNP Paribas, nous avons Madame Marie-Claire Dolly, qui est expert crédit. Nous avons Monsieur Georges Honoré, qui est responsable du marché des professionnels Martinique et de Guyane. Madame Sophie Rosé, qui est responsable des clientèles professionnelles au Crédit Agricole de Martinique et Guyane. Et Raphaël Goma, dont je suis la responsable du pôle France Active. Donc, nous allons quand même vous présenter chaque entité, donc BNP, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Initiative Martinique Active. Et ensuite, je poserai des questions sur les solutions d'emprunt et de garantie pour votre entreprise en tant que dirigeant, en création, en développement et en rebond. Donc, on va commencer par Madame Dolly de la BNP. Madame Dolly, c'est à vous. Merci. Donc, BNP Paribas Antilles-Guyane fait partie et fait à 100% du groupe BNP Paribas. Depuis 1941, BNP Paribas est une banque de proximité pour la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, mais aussi d'investisseurs institutionnels. Le réseau BNP Paribas Antilles-Guyane s'est regroupé en une seule entité puisque les 3 territoires y font partie depuis 2016. La BNP Martinique, Guadeloupe, Guyane se sont donc regroupés. BNP Paribas, c'est donc un centre d'affaires entreprise qui est situé à Dillon, un autre centre d'affaires situé en Guadeloupe et plus précisément à Jarry, et un centre d'affaires en Guyane, précisément à Cayenne. Nous avons également 23 agences éparpillées sur les 3 territoires et Ce qui est vraiment nouveau depuis la fusion, c'est la création de postes d'experts dont je fais partie. C'est-à-dire que ce sont des collaborateurs qui ont suivi une formation particulière pour accompagner les conseillers auprès des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un exemple, un entrepreneur frappe à notre porte, la porte d'entrée, c'est l'expert crédit. C'est cette personne qui va rentrer en contact tout de suite avec aussi bien le professionnel qui est tout nouveau ou alors quelqu'un qui est déjà dans le monde des affaires mais qui veut soit agrandir son entreprise et qui veut recommencer avec une autre banque ou alors un tout nouveau apporteur d'affaires. Donc, l'expert crédit prend le relais à un échange très poussé avec ce prospect, ce futur client, et une fois le projet bouclé et voire même le projet bancable, à ce moment-là, l'expert crédit travaille avec un conseiller. D'accord? Quoi dire d'autre? Vous avez fait une belle présentation de la BNP, Paribas Antilles-Guyane. Merci. Donc, on va laisser la parole à M. Jean Honoré de la Caisse d'épargne. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je représente la Caisse d'épargne CEPAC. Alors, CEPAC, c'est en fait l'acronyme Caisse d'épargne. D'accord? Provence-Alpes-Corse. D'accord? Tout à l'heure, je vous présenterai la Caisse d'épargne dans son ensemble. La Caisse d'épargne CEPAC fait partie du groupe BPCE. C'est le mariage entre les banques populaires et les caisses d'épargne, composé de 23 caisses d'épargne. Et la Caisse d'épargne CEPAC, dont je fais partie, c'est la deuxième caisse d'épargne du groupe BPCE. On le verra tout à l'heure. Deuxième caisse d'épargne en France. Son siège est à Marseille. 30% de son activité concentrée sur l'outre-mer. L'outre-mer, on retrouve la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, les îles du Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Réunion. Et 70% de son activité sur la métropole. Donc je vais rester sur la partie outre-mer parce que ça nous concerne. Ce groupe est composé de 248 agences, dont 68 en outre-mer, donc agences de particuliers, de professionnels et des centres affaires. Entreprises, donc c'est 1,5 million de clients au niveau de la CEPAC.
c'est 3000. Ah d'accord. Excusez-moi. C'est plus compliqué là. C'est bon là? Je vais mettre là, pas grave. Voilà. Donc je disais, donc vous m'entendez, c'est 306 000, c'est une banque mutualiste, donc en fait c'est 306 000 sociétaires. Donc nos clients, au moment de l'ouverture de leur compte, on leur conseille de devenir sociétaire parce qu'en tant que sociétaire, on participe au développement de l'économie en Martinique. C'est aussi 3150 collaborateurs, dont 885 en Outre-mer. On continue. Madame Goma, on continue. Oui. Donc, deuxième caisse d'épargne, quand on prend comme critère le PNB, le produit net bancaire, en fait, c'est la différence entre les intérêts encaissés, moins les intérêts décaissés, plus les commissions. C'est 761 millions d'euros de PNB qui situe la CEPAC à la deuxième place des caisses d'épargne. C'est un résultat net de 160 millions d'euros. Un résultat en progression de 3,8% en 2019 par rapport à 2018. C'est un coefficient d'exploitation très bas, 59%. Rares sont les banques qui présentent un coefficient aussi bas. D'accord ? Et c'est un ratio de solvabilité de 20%. 20%, c'est vrai que le ratio a été stable entre 2019 et 2020, mais ça reste quand même supérieur aux exigences du marché. C'est 36 milliards d'euros de dépôts, clientèle de particuliers, d'associations, d'entreprises. Et c'est 3,8 millions, 4 milliards de fonds propres. Ça, vraiment, avec ces fonds propres aussi importants, on peut quand même développer, soutenir l'économie locale. On continue, donc? Non, c'était tout. C'est tout, voilà. Voilà. Donc, on va passer. Je vois que nos banquiers sont passionnés pour vous présenter leur institution. Donc, ce sera au tour de Madame Rosé du Crédit Agricole Martinique et Guyane. Madame Rosé, c'est à vous. Bonjour à tous. Moi, je suis la responsable du service des professionnels. Et D'accord, en ok. fait, je vais vous présenter la C'est bon, structure la même, hein. elle-même. 360 collaborateurs en Martinique et en Guyane. 123 clients. D'accord. Il y a les ménages, les professionnels, D'accord, ok, les parfait. commerçants, voilà, les agriculteurs, les associations, collectivités. Et nous avons 24 agences sur le territoire de Martinique et de la Guyane, dont 2 en Guyane. Bon, vous avez dû entendre des nouvelles. Nous allons récupérer LCL de Guyane, donc nous allons récupérer aussi une partie du marché et pouvoir avoir près de 20%. En Martinique, il faut le dire, on est leader quand même. On a presque 25% du marché par rapport aux autres banques. Alors, 24 agences de proximité. Alors, il faut savoir aussi qu'elle a une particularité, c'est que les décisions sont prises localement. D'accord ? Et on est aussi une banque mutualiste, coopérative, et toutes les décisions sont prises chez nous le mardi, quel que soit le montant. Même si on a une maison mère qui s'appelle CASA, on fait la caisse, mais nous sommes tous indépendants. Il y a 39 caisses de Crédit Agricole et il y a une indépendance. Donc, c'est juste une maison mère et nous sommes des filiales indépendantes. L'autre point fort, c'est que, comme je vous ai dit, on est une banque mutualiste. Donc nous avons des administrateurs, ce sont des personnes qui ne sont pas des professionnels de banque, mais qui ont différents types de professions, agriculteurs, professionnels, on a des instituteurs, enfin il y a tout corps de métier. Et ces personnes, en fait, nous permettent justement de mieux adhérer au terrain, de mieux connaître les expériences du terrain. Et on a des échanges quelquefois. Voilà. En ce qui concerne mon service, parce que là, ils ont mis mon service, en fait, c'est un marché qu'on a restructuré il y a 2 ans. Voilà, je suis arrivée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 16 personnes, dont 10 conseillers professionnels, qui sont basés en partie au siège, mais le reste du temps en agence, puisqu'il y a des secteurs. Et donc voilà, aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué, puisqu'entre il y a 2 ans, on avait une part de marché très faible. Aujourd'hui, les choses sont en train de se développer. Et récemment, en fait, cette semaine, ce service sera aussi responsable des associations. Voilà, on relance un petit peu cette conquête des associations. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais vous présenter Initiative Martinique Active. Donc, Initiative Martinique Active, vous allez vous dire, mais pourquoi on est aux côtés des banques ? Donc, effectivement, on est un satellite de la collectivité de Martinique, créé en 1989. Et on est affilié à 2 réseaux. Initiative France, depuis 1990, qui nous permet de faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur, des prêts à taux zéro sans intérêt, qui vont pouvoir vous servir d'apport personnel dans le projet. Et enfin, nous sommes membres actifs depuis 2016 de France Active, qui nous permet de pouvoir faire des garanties d'emprunt
sur votre prêt à la banque. Donc, c'est pour ça que les partenaires bancaires aujourd'hui sont mobilisés, puisque nous, Initiative Martinique Active, nous nous portons garant auprès de votre banque pour qu'ils puissent vous prêter de l'argent. Mais vous allez me dire, excusez-moi, oui, il faut juste appuyer là, voilà. Alors, France Active, en fait, c'est 3 structures financières. Une première, c'est France Active Garantie. Donc, on a une société de garantie qui nous permet de pouvoir faire des garanties sur tous les prêts de toutes les banques. Donc, 20 000 garanties par an pour 252 millions d'euros de prêts garantis. Nous avons également France Active Investissement, qui est une société, c'est une structure qui finance les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous faisons des prêts allant jusqu'à 1,5 million d'euros. Et enfin, nous avons France Active Financement, qui est une société de gestion de ce qu'on appelle les prêts NACRE. Donc, c'est 3 structures financières qui composent France Active, dont Initiative Martinique Active, nous faisons partie. Il y a 32 associations territoriales, donc vous nous retrouvez également sur la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Réunion et dans toute l'Hexagone. Alors, nos missions sont simples, c'est accompagner les porteurs de projets en création d'entreprise et également les chefs d'entreprise. C'est vous financer, vous suivre, vous parrainer et vous faire bénéficier d'une aide financière. Mais cette aide financière n'est pas possible sans les partenaires bancaires, puisque Initiative Martinique Active travaille avec les banques et les banques également sont membres du comité d'engagement d'Initiative Martinique Active. Donc, pour l'instant, il y a la Caisse d'épargne qui est membre, mais bientôt, le Crédit Agricole et la BNP vont nous rejoindre comme membres du comité. Donc, ça permet d'avoir vraiment un travail efficace avec les banques. Donc, cette présentation aujourd'hui, on a voulu, avec les partenaires ici présents, pouvoir un peu changer, en fait, l'idée de vous présenter un PowerPoint. Je pense que depuis ce matin, vous avez vu des PowerPoints, on vous a expliqué pas mal d'éléments. Je vais poser des questions aux partenaires bancaires qui ont révisé pour l'occasion, n'est-ce pas? Monsieur Honoré, vous avez révisé? Voilà, Madame Dolly, Madame Rosé est prête, elle a ses petites notes avec elle, donc elle pourra nous répondre. Donc, je vais commencer à poser des questions. Sur certaines des questions, en fait, si vous en avez vous-même, vous les notez et vous allez signaler à Monsieur Philippe Joseph, qui est notre modérateur, votre question, qui va me dire... Madame a une question à poser, d'accord? Donc, c'est assez interactif, c'est une table ronde, ce n'est pas une conférence. Donc, les personnes qui sont en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions en ligne, à les écrire à M. Philippe Joseph, qui va pouvoir nous les dire et nous les poser. Alors, on commence. Alors, je vais commencer avec Madame Dolly. Donc, une question très simple, Madame Dolly. Est-ce que toute entreprise professionnelle est obligée d'avoir un compte bancaire? Souvent, vous avez des gens qui nous disent, surtout des fois les associations, mais là on parle des entreprises, il faut ouvrir le compte bancaire pour créer l'activité. Donc, est-ce que c'est une obligation pour vous d'ouvrir le compte? Comment ça se passe chez vous? Et puis, Madame Rosé et Monsieur Honoré vont également nous parler de leur expérience sur les ouvertures de comptes professionnels qui parfois posent difficulté. Madame Dolly. Très bien. Ce n'est pas une obligation d'avoir un compte professionnel. Cependant, si cette entreprise veut bien faire le distinguo entre sa vie privée et sa vie professionnelle, et encore, je dirais même plus, cette entreprise sera amenée à sortir des éléments financiers, il est tout à fait recommandé d'avoir ces 2 activités séparées, activité privée, activité professionnelle. Je dirais certains corps de métier comme toute profession libérale. Ce n'est pas une obligation d'avoir ce compte professionnel. Une société industrielle, une société autre d'activité, oui, c'est vivement recommandé. D'accord. Ça évite de faire le mélange de tous les achats, toutes les dépenses, voilà. Alors, j'ai une question pour Monsieur Honoré. Vous avez beaucoup de clients, des porteurs de projets le plus souvent. Ils vous disent, voilà, je veux ouvrir le compte bancaire pour justement pouvoir faire mes formalités d'immatriculation. Donc, est-ce que vous, en tant que banque, vous ouvrez le compte chez le client quand vous allez financer ou vous pouvez ouvrir sans forcément financer ce client? Bonne question. Alors, concernant ce type de structure, il s'agit pour la plupart du temps de sociétés. Les sociétés, comme elles ont un capital social, elles ont l'obligation d'ouvrir un compte professionnel, de sorte que pour obtenir de la part du banquier l'attestation
de blocage des fonds qui permettra l'immatriculation juridique de la structure. D'accord? Concernant la question à savoir est-ce que dans un premier temps on ouvre le compte ou sinon on attend de donner l'accord sur le financement, je dirais qu'il y a deux écoles. La première, c'est se dire si on fait un bon entretien avec le professionnel, on se rend compte que l'entretien s'est bien passé, on a tous les deux trouvé des solutions. D'accord? À ce moment-là, on peut très bien ouvrir le compte et ensuite mettre en place les financements. Dans d'autres cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Se dire, on attend que le dossier soit accordé, ouvrir l'accord, et à ce moment-là, une fois qu'on a l'accord, on vous ouvre le compte. Très Donc, bien. ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que la relation, la première entrée en relation, l'entretien qu'on a, il est déterminant pour savoir si oui ou non on rentre en relation avec la structure. Et si je peux ajouter quelque chose, Allez-y, c'est Madame que Posé. il faut savoir que si quelqu'un, une profession libérale ou une entreprise individuelle, souhaite avoir un compte non professionnel, ce sera compliqué pour nous de lui octroyer un crédit. Par exemple, quand il y a eu les PGE, c'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible d'adosser un crédit professionnel sur un compte personnel. Donc, forcément, un jour ou l'autre. Voilà. Ouais. Et pour compléter aussi, il faut savoir que dès lors que l'entreprise individuelle qui n'a pas d'obligation d'avoir un compte professionnel verse les recettes professionnelles sur le compte personnel, l'administration fiscale peut requalifier les versements qui sont faits sur le compte personnel en salaire et prononcer un contrôle fiscal. C'est important ça à savoir. Et deuxième élément, comme dit Mme Roset, c'est vrai que quand on n'a pas un compte professionnel, on se prive de financements spécifiques et de conditions bancaires avantageuses que procure un compte professionnel. Par exemple, si on ouvre un compte à vue, on ne peut pas bénéficier de crédit bail. On ne peut pas bénéficier de taux de crédit très bas parce qu'on n'a pas de compte pro. On vous fait un crédit à ce moment-là, un taux personnel comme un crédit conso. Très bien. D'accord. Alors, Madame Roset, on a un peu parlé du compte bancaire, mais alors justement, vous parliez de faire un PGE, de faire un crédit aux professionnels. Donc, pourquoi le taux d'emprunt d'un prêt à moyen terme? Donc déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un prêt à moyen terme pour les personnes qui nous écoutent? Est-il généralement plus bas que le découvert bancaire, le fameux découvert bancaire? Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les critères qui vous permettent d'accorder un découvert à une entreprise? Le prêt moyen terme, c'est le prêt en fait, des prêts qui seront sur des délais de, je dirais, entre 24 et 60, voilà, et voire plus, oui, peut-être 84, voilà, 84 mois. Et donc le prêt moyen terme, c'est pour financer une installation, pour financer un agencement, des choses comme ça, ou un fonds de commerce. Nous avons aussi des gens qui achètent des fonds de commerce. Donc il faut savoir que ce sont des prêts qui sont définis dès le départ avec un taux et pour financer un projet. Le court terme, en fait, c'est ça, le découvert bancaire, justement. C'est ce qu'on met en place. Nous, le mot barbare, c'est OCC, ouverture en compte courant. Ça veut dire que vous avez un découvert qui sera mis en moyenne, qui représentera entre 10 et 12 jours de chiffre d'affaires. Alors, quels sont les critères? Les critères, bien évidemment, c'est que vous allez devoir nous confier, et comme un prêt moyen terme, vous allez devoir nous confier votre comptabilité pour qu'on puisse définir déjà que représentent ces 10 jours. Et deuxièmement, bien évidemment, on regardera la santé de l'entreprise, puisque il est important quand même que les fonds propres, alors je parle bien sûr pour les personnes morales, morales ça veut dire les personnes en société, les professionnels en société, il faut que ces personnes aient quand même des fonds propres qui soient positifs. Et bien évidemment, regardez aussi l'activité. Alors je vous rassure, même si une année ou sur l'autre il y a eu un déficit de bénéfices, bon, c'est pas ce cas, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, ce n'est pas ce qui sera le plus grave, puisque par exemple je parle de cette année 2020 qui a été une catastrophe pour les entreprises. Donc nous pouvons malgré tout mettre en place un découvert. Donc le découvert vous permet en fait de faire face à ce qu'on appelle au délai du besoin de fonds de roulement. Vous avez des fournisseurs, vous avez des gens comme ça, vous avez des fois des clients voilà, qui vous paient dans des délais de 30 jours, 60 jours. Et pendant cette période, vous avez besoin d'acheter votre stock, enfin bref, et les délais. Donc ça permet, donc ça doit avoir un effet, je dirais, yo-yo. Ça veut dire ne pas rester constamment au plafond. Hein. Donc c'est juste assez fait pour que la période pendant laquelle vous aurez un décalage entre le règlement client et le règlement fournisseur, que ce découvert puisse pouvez faire face à vos dettes avec ce découvert.
D'accord, très bien. Et c'était ça. C'était cette question-là en fait. Et la question en fait qui était sous-jacente, c'est pourquoi en règle générale, un emprunt moyen terme vous coûte moins cher qu'un découvert bancaire? Madame Dolly? Parce que le crédit, on parle d'une durée bien précise. Tout est déterminé à l'avance, ce qui veut dire que le risque est mesuré. Tandis que le découvert, justement, ça fait l'effet yo-yo, comme on a dit. Ça peut arriver que le client attendait une rentrée d'argent, cette rentrée d'argent n'est finalement pas arrivée, notamment quand le payeur, c'est le public, donc c'est souvent un peu plus long et on n'a pas une date précise. Donc, le risque est un peu plus élevé. Et Très bien. Le coût de crédit, c'est en fonction du risque. Très bien. Philippe, y a-t-il des questions des internautes pour l'instant? Nous avons 3 questions. Vas-y, je t'en On va prie. y aller. La première, quel est le meilleur statut juridique pour investir à plusieurs? Première question. Deuxième. Alors, on va répondre à la peut-être on va première. répondre. Alors, selon vous, banquier qui êtes présent, quel est le meilleur statut juridique pour investir à plusieurs? Voilà. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je dirais en fait que pour investir à plusieurs, il faut d'abord étudier le modèle économique, voir un peu l'engagement de chacun et surtout l'activité que la personne fera en fait. Parce que souvent, nous, on le voit, Initiative Martinique Active, c'est qu'on crée à plusieurs avec un capital de 2 000 €. Et comme le disait Madame Roset, quand vous avez vos fonds propres négatifs ou les fonds propres qui étaient déjà très bas, vous partez à 2 000 €, ça va être compliqué de trouver du financement à la banque. Il faut dire aussi que le client arrive avec son projet. Ce n'est pas à nous. Micro. banquiers, le client arrive avec son projet et ce n'est pas à nous banquiers de s'immiscer dans la perspective de l'affaire. C'est-à-dire qu'on peut suggérer, mais on n'a pas à lui dire ne faites pas une SASU, faites une SAS, faites une URL. Notre rôle ne s'étend pas jusque-là. Voilà, ça viendra avec un conseil comptable ou fiscal. Enfin, comme c'est ça. plus comptable. Non, c'est vrai que c'est pas fiscal, nous. mais pas C'est pas vous qui faites, monsieur Honoré, vous êtes d'accord avec vos collègues? Tout à fait d'accord. Nous, on peut donner des idées aux clients en fonction de ses objectifs, mais on le dirige vers un expert. L'expert est mieux placé que nous pour donner les meilleurs conseils. Donc justement, vous êtes dans le marché des professionnels, vous avez beaucoup de gens qui ont une voix en création. Ces derniers temps, quel est le statut juridique que vous voyez passer énormément? Parce qu'est-ce qu'il y a un effet de mode aujourd'hui sur les statuts juridiques? Est-ce que vous voyez ça? On voit beaucoup de SASU. Beaucoup de SASU, d'accord, très bien. Ouais, beaucoup de SASU. Ok. Parce que la structure est très simple à mettre en place. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui se disent je suis PDG de ma structure. D'accord. Voilà, c'est une manière de dire. Mais c'est vrai, c'est la à la SASU. mode. D'accord. Alors justement, sur quoi en fait la négociation d'un prêt se joue-t-elle principalement? Sur quoi, moi, futur chef d'entreprise, comment je peux négocier mon prêt avec vous? Sur quoi je vais devoir m'intéresser justement pour me dire je voudrais obtenir un prêt de la Caisse d'épargne ou de Madame Roset du Crédit Agricole. Qu'est-ce que je peux solliciter de votre part, Madame Roset? Et Monsieur Honoré, je viens après avec vous. Oui, bien sûr. Alors, bon, de toute façon, oui, tout est négociable, comme je dis dans la vie. Mais bien évidemment, il y a ce qu'on appelle la notion de fidélité. Moi, c'est très important pour nous, la notion du fonctionnement de compte. La fidélité, le fonctionnement de compte. Il y a aussi le niveau d'apport, des choses. Enfin, là, vous parlez, je pense, des taux. Est-ce qu'on peut avoir un Alors taux les privilégié, taux justement. une garantie allégée? Voilà, Comme ça? voilà, tout à fait. Bon, voilà, donc c'est bien ça. Donc, un client qui est fidèle depuis des années, qui a respecté ses engagements, ce qui nous a confié ses flux, parce que souvent les gens ouvrent des comptes, ils ne confient pas des flux. Voilà, un petit bancarisé. Mais la fidélité, à ce moment-là, on regarde tout ça. On regarde le niveau d'apport, hein, parce que quelqu'un qui a un apport à 70-80%, bien évidemment, on voit qu'il fait un effort qui est dans le projet. Il y a donc son niveau aussi de flux versé, son niveau d'épargne, son niveau de son fonctionnement, tout ça joue. Son implication, voilà. Ce sont des choses qui vont faire qu'on pourra faire un effort sur un taux ou assouplir une garantie. Très bien. Monsieur Honoré, quelle est votre politique justement en termes de négociation avec le client? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que le client, comme disait Madame Roset, a un apport très important, donc on va être beaucoup plus souple sur les garanties? Comment ça se passe au niveau de la caisse d'épargne? Si le client
a un apport conséquent, c'est vrai qu'on se dit que le client a préparé son projet, il s'implique financièrement. Donc forcément, face à cela, on sera un peu plus souple sur les conditions bancaires. Deuxièmement, on attend du client aussi, on prend du risque si on finance, mais en contrepartie aussi, si le client nous confie les flux. Aujourd'hui, on ne va pas se battre sur un taux, parce que le taux, il varie, le client va chercher le meilleur taux en fonction des banques, mais ce qui est plus important pour nous, c'est la confection des flux. Si on a les flux, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez préciser, parce qu'on parle de flux, Les flux, mais c'est... déterminer ce que c'est qu'un flux. Le flux, c'est en fait, le le client a son activité qui génère du chiffre d'affaires. Eh bien, on aime bien avoir l'intégralité du chiffre d'affaires si on finance. C'est ce qu'on appelle flux. Parce que plus le client nous confie du flux, ça nous rapporte des commissions et bien sûr, ça nous permet d'avoir un produit net bancaire, comme on l'a dit, qui sera conséquent. Donc le flux est important, encore plus que le taux. Très bien. D'accord. Alors, Madame Dolly, justement, dans l'appréciation des projets, donc on parlait d'apport, est-ce que vous, donc moi je suis Initiative Martinique Active, je complète l'apport PER. Est-ce que c'est important pour vous que nous participons au, au plan de financement? C'est surtout intéressant dans la mesure où vous portez caution à Ça va mieux, là coût pour ses clients. Il y a l'apport et il y a aussi la caution. Et en plus, ça veut dire que vous avez étudié le projet, donc vous y croyez et nous, ça nous conforte dans notre décision. D'accord. Donc ça fait partie de votre prise de décision à tous les trois d'avoir une garantie. D'accord? Et d'avoir un apport qui vient à côté. Donc, allez-y. Mais je préfère rappeler que pour nous banquiers, hein, on est d'accord tous autour de la table, la meilleure garantie, c'est la solvabilité et la rentabilité de l'affaire. Tout ce qu'on prend à côté, c'est annexe. Il vaut mieux prendre une garantie, se dire que le projet est viable, on finance, on prend une garantie annexe parce que on ne sait jamais de quoi il fait demain. Il y a un retournement de marché, au moins on aura la garantie. Parce que si on la prend tout de suite, au lieu de la prendre plus tard, si on la prend plus tard parce qu'on se rend compte que l'affaire est en difficulté, eh bien, notre garantie peut être qualifiée. Mais la meilleure garantie pour nous, c'est la rentabilité, la solvabilité de l'affaire. On prend la garantie une fois qu'on est convaincu que ce dossier est bancable. D'accord, très bien. Si on peut faire le financement, on étudie d'abord la faisabilité du prêt et ensuite on va conforter par une garantie. Très bien. Alors, Philippe, il y avait une autre question, il me semblait. D'accord. Alors, quel est le positionnement des banques vis-à-vis de l'accompagnement pour la création d'une structure touristique, alors telle que structure d'hébergement ou maison d'hôtes? Alors, Quel est votre positionnement? alors, Madame Rosé, quel est votre positionnement sur l'accompagnement des structures touristiques aujourd'hui? Alors, mon directeur général l'a dit, hein, malgré cette crise sanitaire, malgré, effectivement, on le sait tous, que le tourisme est fortement impacté, nous avons, même en 2020, pris des décisions sur ce type de dossier, ce qui fait que pour l'instant, nous, bien sûr, ça fonctionne, mais comme a dit mes deux autres collègues, du moment où on est sûr que ce sera quand même si c'est dans un an, rentable. Donc nous n'avons pas changé d'avis. Nous sommes toujours positionnés sur certains dossiers, donc malgré la crise sanitaire. Voilà. Très bien. Au Crédit Agricole. Madame Dolly, allez-y. Précisé, en BNP Paribas, nous avons modifié l'analyse du projet, du dossier. Précisé pour le secteur touristique, hein, on est bien d'accord. Ok. Pourquoi? Parce que avec cette incertitude du moment, si le porteur de projet ne peut pas, sans les locations, faire face aux mensualités, on hésite à y aller. Je ne dis pas qu'on n'y va pas, mais on hésite. Très bien. Une analyse beaucoup plus fine qui est faite. Justement, vous, Monsieur Honoré, alors chaque banque a donné sa position, la Caisse d'épargne sur les projets touristiques aujourd'hui? C'est pareil pour nous. En fait, on se Ok. dit que c'est vrai qu'on est dans un contexte sanitaire que tout le monde connaît. C'est vrai que tous les critères ont changé. Cela ne signifie pas non plus que nous, banquiers, qu'on ne va pas financer. Alors, on va prendre les projets au cas par cas. On va regarder le porteur de projet, la zone d'implantation, enfin, beaucoup de critères qui nous rassurent quant à, on va dire, le financement. D'accord? Mais on prend plus de précautions parce qu'on est en crise sanitaire. Donc, on a élevé un peu plus les critères de sélection. Mais on finance. Même l'activité touristique. Alors justement, quelles sont les solutions d'emprunt que vous avez mis en place par rapport à la crise Covid? Donc il y a eu le fameux PGE, mais je sais que chaque structure a essayé de trouver des solutions à mettre en place en termes d'emprunt.
Donc, Madame Rosé, en plus du PGE de l'État qui avait été mis en place, quelles sont les solutions que vous aviez mis en place pour les clients qui sont déjà présents, donc les dirigeants qui sont déjà clients chez vous? Alors, l'une des solutions qu'on a mis, c'était bien sûr les post-crédits. Nous avons fait 6 mois de post-crédit. Nous avons peut-être renouvelé, par exemple dans le secteur du tourisme, ça a été renouvelé. Donc cette post-crédit, c'est pas rien, hein. Imaginez qu'ils n'ont pas payé leur crédit pendant 6 mois, c'était un souffle. Nous avons les PGE, hein, là c'est quand même pas rien parce que je pense que toutes les banques ont passé une année 2020 très compliquée, très difficile, puisqu'il fallait y aller très vite, débloquer très rapidement. Voilà, c'est les deux principales choses qui ont été faites. Voilà, comme vous attendiez. Non, c'était cette question-là, puisque c'est une question qui revient souvent en fait. C'est la même chose aussi, voilà. des reports d'échéance. Alors, une autre question qui est très importante aujourd'hui, on a parlé de votre métier, des obligations qu'ont les clients de vous ramener quand même des dossiers corrects, des fonds propres suffisants, pardon. Mais, Monsieur Honoré, mon banquier a-t-il des obligations à mon égard? Et quelles sont ces obligations? Quelles sont les obligations de la banque? Oui, nous avons des obligations à l'égard de nos clients. Première obligation, c'est une obligation de loyauté et de transparence. Autrement dit, le client vient nous voir, il a son projet, on doit tout lui dire, les conditions, les avantages pour lui d'une solution. Donc ça, c'est important pour nous. Si on manque à cette obligation-là, on sera sanctionné. Deuxième obligation, l'obligation, on va dire, on est tenu par le secret professionnel. On ne doit pas aller divulguer les informations confidentielles de nos clients sur la scène publique. On ne doit pas le faire. Là aussi, on sera sanctionné. On a une obligation de vigilance aussi. Parce qu'on doit détecter et dénoncer les opérations qui sont en anomalie sur le compte du client. D'accord? C'est important ça. Les gens oublient souvent que notre métier, c'est pas un métier d'argent, mais on a quand même des obligations. Donnez-nous un exemple justement d'anomalie. Ou Madame Rosé ou Madame Dolly, d'anomalie sur le compte. Vous constatez tout le monde ait un exemple. Vous constatez qu'il y a une inadéquation entre l'activité du client et les revenus versés. C'est-à-dire, donnez plus de détails. C'est pour ça que c'est très important, lors du premier contact, lors des ouvertures de compte, avoir un échange franc avec le client. C'est-à-dire, j'ai telle activité, j'aurai des rentrées d'argent, je travaille avec tel pays, j'aurai des rentrées d'argent qui proviennent de tel pays, voilà. Si cette étude, cette connaissance client n'est pas faite au départ, lorsque des opérations, on va dire atypiques, des opérations qui sont justement en inadéquation avec les données du départ, on interroge le client. Souvent, les clients prennent très mal, ils réagissent très mal lorsqu'on intervient auprès d'eux en leur demandant « J'ai vu une grosse somme passer sur votre compte, est-ce que vous pouvez nous dire simplement de quoi il s'agit-il » Alors, le client nous dit « Il y a des clients qui jouent le jeu, hein, oui, j'ai vendu un bien, ou voilà, j'ai une somme importante qui est rentrée pour X raison. » Et puis, il y en a d'autres, c'est difficile à recueillir ces informations-là. Et je peux vous dire que des fois, on peut arriver jusqu'à la rupture de la relation. Il est très important d'être franc avec son banquier et de dire les opérations qui arrivent sur le compte. Oui, j'ai une entreprise, j'ai un marché que je n'avais pas au départ. Donc, j'aurai des flux plus importants, j'aurai une somme plus importante. C'est très important de dire vrai, de parler vrai. Avec le client. Et en plus, pour ajouter, voilà, ce que me disent mes collègues, il y a certains pays, vous devez le savoir, certains pays, par exemple, je ne sais pas, hier j'avais un virement vers l'Ukraine, les choses seront beaucoup plus compliquées. Ça veut dire si on ne nous transmet pas des choses claires, parce que lui, on m'a transféré une facture, je donne un exemple, une facture écrite en ukrainien. J'ai dit là, on ne pourra pas fonctionner. Ça veut dire il y a des pays, la Turquie, vous le savez quand même. Aujourd'hui, les banques, on se doit de surveiller, parce qu'ils sont sous surveillance. Donc, il y a ça aussi. Ça veut dire que dès qu'il y a du commerce avec certains pays... Ça fait partie de vos obligations oui, comme voilà. de vérifier la provenance des fonds. La réputation de la banque en dépend. Hein. Voilà. Très bien, monsieur. Donc, comme dit madame, ça va juste... Alors, c'est très grave pour la banque qui a failli à son devoir de vigilance. Première sanction, c'est une sanction extrême. On supprime l'agrément de la banque. Autrement dit, la banque n'existe plus et tous les collaborateurs, nous tous, nous serons au chômage. D'accord? Si on n'est pas en prison. Voilà, c'est CRPJ. Si on n'est pas, voilà. D'accord? Et après, si on n'est pas vigilant non plus sur les opérations atypiques, eh bien, on risque
10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Donc c'est pour vous dire que nous avons l'obligation d'être vigilants. Et c'est important. Quand on pose des questions aux clients, ils ne comprennent pas pourquoi on leur pose des questions sur l'origine des fonds, mais sachez que c'est important pour nous. C'est à nos risques et périls si on ne le fait pas. Donc justement, vous parlez de vigilance. Quand vous accordez un prêt à une entreprise, est-ce qu'il y a des activités que vous ne financez pas? Oui. Et puis également, est-ce qu'il y a des activités privilégiées où vous savez que vous avez une appétence? C'est vrai que le Crédit Agricole est reconnu pour financer beaucoup les projets en agriculture. Ça, c'était le premier métier du Crédit Agricole. Mais justement, on va commencer par le Crédit Agricole et redescendre. Quelles sont les activités que vous ne financez pas au Crédit Agricole et celles que vous préférez financer? Bien sûr, ce qu'on ne souhaite pas financer, c'est tout ce qui est les boîtes de nuit, des choses comme ça qui sont un peu... rien n'est certain, surtout là, en ce moment, on voit le tourisme, oui, mais les boîtes de nuit, moins. Dans le BTP, on va être très prudent, puisque c'est quand même... on sait très bien que c'est un secteur qui est quelquefois sinistré. On va être prudent dans certains secteurs, même l'investissement, dites-moi, pas l'immobilier, là, les gros investissements dans l'immobilier, dites-moi. Tout cela, en fait que ces choses-là, on sera un peu plus prudent parce que, en fait, dans le passé, il y a plusieurs sociétés qui ont eu des liquidations judiciaires sur ce type d'activité. D'accord. Et bien évidemment, nous, les agriculteurs, oui, on sait faire puisqu'on le fait depuis... à l'origine, c'est ce qu'on savait faire. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes aux côtés des agriculteurs. Et puis, il y a bien sûr aussi d'autres activités qui sont rentables, comme la santé, on le sait. Ça, on le sait tous. Voilà. Mais à part de ça, par contre, on continuera à financer tous les autres métiers. Donc voilà, mais comme dit mes collègues, chaque dossier sera analysé. Peut-être que même une boîte de nuit un jour, on le fera. On n'est pas fermé, mais il y a des activités qui sont on sera beaucoup plus prudent. Madame Dolly, justement, donc Madame Morosé a exposé que les boîtes de nuit, c'était au cas par cas, mais qu'en règle générale, il n'allait pas... La promotion immobilière. Promotion immobilière, d'accord, très bien. Donc, promotion immobilière, c'est de la construction de logements, d'appartements, pour préciser. Madame Dolly, justement, vous, quelles sont les activités qu'on ne finance pas à la BNP? Alors, les activités que nous ne finançons pas, mais nous ne prenons pas du tout ces dossiers-là. C'est tout ce qui se rapporte à des métiers qui vont à l'encontre de sauver la planète. Donc, tout ce qui est vert, tout ce qui est environnement, on finance, mais quand c'est pour dégrader... Moi, si je suis pétrolier, je ne peux pas venir à la BNP. On n'y va pas. D'accord. On ne fait pas l'aluminium. Tout ce qui se rapporte à l'aluminium, on n'étudie même pas le dossier. Et puis, dernier ressort, tout ce qui se rapporte au jeu. Tout ce qui est maison de jeu et tout ça, on n'y va pas. Donc, je vais faire un peu plus, point PMU, point loto. Oui, le point loto, oui, parce que ce sont des activités qu'on peut maîtriser. D'accord, ok. D'accord, mais tout ce qui est machine à jeu et tout ça, on n'y va pas. D'accord. Voilà. Caisse d'épargne. Nous, c'est en fait, on a des secteurs exclus parce qu'on a une politique risque qu'il faut respecter en tant qu'exploitant. Nous, c'est les métiers qui sont exclus une fois pour toutes, c'est le monde de la nuit. C'est important. C'est compliqué pour le monde de la nuit. Tout ce qui est jeu. Maintenant, tout ce qui est jeu. Et après, on finance les autres secteurs, mais véritablement en faisant attention, parce que, comme je viens de le dire, on a une crise sanitaire, il faut attention sur, par exemple, tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration. Mais les autres secteurs, on finance. Alors, sur les secteurs qui sont prioritaires chez nous, on a véritablement, comme les autres banques, tout ce qui est profession libérale, de droit, de chiffres, de santé. D'accord ? Et nous finançons aussi toutes les entreprises qui sont installées. Installées pour nous, ce sont celles qui sont en capacité de nous fournir au moins un premier bilan. Donc avec le premier bilan, on peut avoir une idée, une appréciation du risque qu'on prend sur l'affaire. Très bien. Alors Philippe, y a-t-il des questions? Je pense que ça a suscité beaucoup de questions. Mais il y a une qui revient surtout, d'ailleurs je fais un regroupement. Alors, quel niveau d'apport est rassurant pour une banque? Quel niveau d'apport est rassurant pour vous, les banquiers? Est-ce que c'est 20%, 23%, 30%? On a souvent des pourcentages donnés. Donc, monsieur Honoré. Je dirais que dès lors que le client a un apport conséquent, pour nous, c'est généralement... Quoi conséquent? Alors, que je vous rappelle, le métier de la banque, il ne faut pas oublier que le métier de la banque, on est partenaire. Le client a un projet qui fait 100,
nous, on participe à hauteur de 50%. C'était ça le métier à l'époque. Et au fur et à mesure, on s'est dit, bon, si on finance comme cela, on ne va jamais financer les affaires. Donc, on a un peu allégé nos critères d'apport. Donc, on peut se dire, généralement, à partir de 20-25% d'apport, on peut commencer à se dire que l'apport est conséquent. Plus il a l'apport, mieux ça vaut pour nous et pour le client. Madame Non, Dolly. non, ça nous arrive de faire des financements sans apport. Ah. Tout est dans, Ah. tout est dans C'est pas le question de côté rapport, économique quel du monte projet et du dirigeant que nous avons en face de nous. Si le projet est porteur, s'il y a beaucoup de... Tout s'analyse, tout s'étudie. Mais d'une manière générale, c'est pour donner un chiffre, on peut aller à partir de 10%, mais hors frais annexes. Avec les frais 10% annexes, sur on est à vraiment combien, alors le projet. D'accord. Voilà. Ouais, ben, nous, Madame Rosé, justement. bah, nous, vous. c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il nous faut au moins le minimum des frais, que le client finance ses frais, pour éviter en fait que nous lui fassions un financement à 110%. Voilà. Donc nous, Donc, au moins les frais. Alors, qu'est-ce que vous appelez frais? C'est les frais de dossier, les frais de Frais garantie de dossier, au cas? frais de Il y a garantie. frais de garantie, frais de dossier. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Frais de notaire, s'il y a une vente, frais d'avocat, frais de... Je ne sais pas, il y a des frais d'études, toutes sortes de D'accord. choses. Donc les frais, la partie frais... Ce n'est pas pris en charge par vous. Non. Voilà, on Voilà, il faut souhaiterait que le que le client Il client... faut vienne que le avec ses client frais. ait au moins ça. D'accord. Ouais. Philippe, alors allez-y, monsieur. Ouais, je Levé, voulais précisez. préciser, hein, j'ai pas dit que à la caisse d'épargne, on ne finance pas le projet. La question qui a été posée, c'est quel montant minimum. Hein. Je préfère assurer. Nous, on finance des projets C'est avec normal. moins de 10% d'apport. L'idée principale, c'est que le projet nous semble viable. D'accord? Si le client peut financer les frais, à hauteur de 5-10% on fait. Mais il faut que le projet soit viable. On m'a posé la question, à partir de quel montant d'apport minimum Suffisant. suffisant? Ouais, Donc j'ai suffisant. dit entre 20 et 25%. Mais Ouais. s'il a moins et que le projet est viable, on finance. Alors Philippe, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on va commencer avec les questions de la salle, puisqu'il nous reste 10 minutes Alors, un peu sur l'intervention. de Donc, y manière a-t-il des pêle-mêle, qu'est-ce qu'un gros investissement dans l'immobilier? Qu'est-ce Alors, qu'ils ont dit? qu'est-ce Qu'est-ce qu'un gros investissement dans l'immobilier? Tous les Ben, investissements sont c'est un gros investissement. Alors en ce moment, Tout est j'ai vu relatif. qu'on en aura parce qu'aujourd'hui l'immobilier est en train d'exploser. Hein. D'accord. On a des ventes aujourd'hui qui, je ne sais pas si vous avez la même chose, de 600, 800 000, enfin Oui. ça monte. Oui. Un gros investissement, Oui, voilà. on parle gros investissement à 600 000 à 1 million. Voilà. D'accord. 600 000 à 1 million, on est million. sur de gros investissements. Très bien. Philippe, y a-t-il d'autres questions ou pas? Parce que j'en ai encore des questions. Moi, je me réfrègne en questions, mais j'ai des questions. Alors, c'est plus technique. Hein. Quels sont les éléments qui vous permettent de statuer sur les demandes de prêt? Alors justement, voilà, de quoi vous tenez compte en fait dans le business plan? Quels sont les risques en fait que vous identifiez? Je vous donne un exemple. Vous avez un dossier face à vous. Premier réflexe, monsieur Honoré, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que c'est les chiffres? Est-ce que c'est la partie écrite, la stratégie? Parce qu'il faut expliquer aussi que le business plan est très important. Oui, sûr, c'est important. Donc, qu'est-ce que vous regardez? Et Madame Rosé aussi, Madame Dolly, réfléchissez déjà. D'accord. Votre réflexe quand vous analysez un dossier la première fois. Alors, quand on nous confie un dossier de financement, premier travail à faire, c'est vérifier les critères d'exclusion interne, parce que dans l'établissement, on nous dit tel ou tel métier n'est pas finançable. Deuxième critère, ce sont les critères externes. Tout ce qui concerne les cotations de l'IEDOM, qui nous donne des cotations en fonction du risque de chaque structure. Ça, c'est un critère exclusion interne, externe. Deuxième élément, c'est que on va quand même, de manière critique, faire un point sur le dirigeant. Qui il est, quelle est son expérience, Quel est son quelle est son passé? implication financière, quel est son passé. Donc, toute une série d'informations le concernant qu'on va passer en revue en se disant que si on constate que l'homme a l'expérience, il s'implique financièrement, là, c'est un élément qu'on prend en compte favorablement. Ensuite, si c'est une affaire qui est déjà créée, on va véritablement critiquer le fonctionnement du compte. On va vérifier est-ce que le compte du client, sous ce compte-là, n'apparaissent pas des frais impayés, des frais de rejet. Donc ça aussi c'est important, le fonctionnement. Et dernier élément qui concerne la partie business plan, deux parties dans le business plan. La première partie, on va critiquer ce qu'on appelle l'analyse économique. Ce ne sont pas des éléments financiers, mais des éléments qui ont un impact sur l'aspect financier. Par exemple, on va se dire, est-ce que le marché est porteur? Est-ce qu'il y a une stratégie bien identifiée de la part du porteur de projet? Quel est son pouvoir de négociation vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis de ses fournisseurs? La zone d'implantation,
d'accord, et l'implication financière. Donc, quand on aura passé en revue tous ces critères-là et puis que nous sommes viables, on continue, on va passer à la partie financière. Généralement, une fois qu'on a passé en revue la partie économique de manière favorable, tout naturellement, on va retrouver dans les chiffres ce qu'on a vu précédemment. Donc, il va falloir qu'on critique aussi le prévisionnel. Est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que l'affaire porte des fonds dans son financement qu'on puisse financer de manière plus sereine? Donc, toute une série d'informations. Il y a 4 étapes. La première, comme je viens de le dire, c'est les critères d'exclusion interne-externe. Deuxième critère, l'homme. Troisième critère, la partie fonctionnement du compte. Et puis quatrième critère, se dire sur la partie financière, est-ce que le prévisionnel est cohérent? Et surtout, est-ce que l'affaire a la capacité de nous rembourser le crédit sollicité? Alors justement, par rapport à ça, Madame Dolly, Madame Roset, donc Madame Roset, est-ce que ce sont les mêmes éléments? Oui, je n'ai Vous êtes rien d'accord? à ajouter. Ce sont les mêmes éléments. Je Ce vais sont les simplement préciser que le nouveau projet, le porteur qui arrive avec son prévisionnel, on étudie la faisabilité du prévisionnel. C'est-à-dire qu'on peut faire un prévisionnel, dire tout ce qu'on veut, et à notre niveau, on regarde si c'est plausible en fait. Alors justement, par rapport à ça, donc vous avez un dossier, mais des fois, il y a des clients qui ne pensent qu'à... je prends l'exemple. J'ai besoin de véhicule, donc je vais directement faire un emprunt à la banque. Quels sont les outils de financement qu'on peut utiliser à la création, à votre niveau, autre que le prêt à moyen terme? Quels sont, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme autre outil de financement au niveau de la banque? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vos clients à la création? Concernant le financement de véhicules? Pas forcément le financement de véhicules, c'est un exemple. Mais quels sont les outils de financement? Parce que souvent, on pense au prêt, juste au prêt, mais le crédit bail, par exemple. Non, il y a la location longue durée. Voilà. Et voilà. Est-ce que vous pouvez un peu tous parler de ces produits que vous avez, qui peuvent être des solutions de financement, puisque c'est le sujet de cette table ronde? Alors, Madame Roset. La facturage, Alors, expliquez la facturage. Alors, la facturage, c'est que vous cédez vos créances Vos factures. aux factures, voilà, aux facteurs, voilà. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vous crédite. Enfin, bien sûr, il faut que les factures soient de qualité. Enfin, que vos clients qui vous doivent soient quand même de qualité. D'ailleurs, nous avons un service qui s'appelle Cash in Time, qui le fait en 24 heures et immédiatement, qui aura de la qualité de vos clients pour pouvoir Alors créditer. justement, qualité de... En fait, j'essaie de décortiquer pour tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez qualité de client? C'est des clients qui ont une bonne notation à votre niveau? Oui. Comment ça se passe? Donc un exemple, les collectivités, en règle générale, sont-elles bien notées à votre niveau? Comment ça se passe en fait? Alors, c'est une question un peu... oui, mais ce sont des clients qui ont déjà une bonne renommée. voilà. Ah, voilà. Donc la renommée de vos clients. Des clients qui sont connus, honorablement connus, on va dire ça comme ça. Donc on sait que le papier est bon. Voilà. Donc il y a ça. Bon, il y a, comme m'a dit Madame Crédit Bail, qu'est-ce qu'on a? Alors il y a le crédit bail pour le matériel, véhicule, mais aussi les murs, les immeubles. On peut faire du crédit bail. Est-ce que vous pouvez donner la définition de crédit bail? Parce qu'on dit tous crédit bail, mais est-ce que tout le monde dans la salle ne sait pas ce que c'est que crédit bail? Oui, et surtout nos amis qui sont sur Internet. Comment on peut définir le crédit bail? C'est-à-dire ce sont des organismes, par exemple chez nous, en BNP Paribas, il y a une filiale qui s'appelle BNP Bail. Alors le client arrive avec la facture et à ce moment-là, on fait une proposition. Il faut dire que le crédit bail, ce ne sont pas des amortissements, des échéances de prêt, ce sont des loyers. D'accord, donc vous payez Sur un le loyer. crédit bail, ce qui est intéressant, c'est le côté fiscal. D'accord? Donc, le crédit n'est pas à notre niveau banquier, mais plus une filiale qui fait uniquement du crédit bail. D'accord? Monsieur, alors, il faut savoir Madame, quand même que le bailleur, enfin le crédit bail reste propriétaire du bien. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, une voiture, vous avez parlé d'un véhicule, le propriétaire, c'est le crédit bail. Et 5 ans, enfin, 4-5 ans, je sais pas, au bout de 4-5 ans, il vous faut une proposition pour vous revendre. Voilà. Donc, pendant ces 5 ans, c'est pour ça qu'on ne demande pas de garantie. C'est la bonne nouvelle, parce que quand en général, on finance un véhicule, supposons que le véhicule fasse 70 000 euros. On prend un nantissement. Voilà, on prend un nantissement, un gage sur le véhicule. Là, vous n'avez pas besoin de ça, parce que de toute façon, le véhicule, il ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas. Voilà, donc ça peut, si ça quelqu'un... peut être une solution, en fait, pour le financement à la création. Et comme a dit Madame, l'un des atouts forts du crédit bail, c'est que, comme c'est considéré comme un loyer, vous pouvez le déduire en charge externe. Donc ça vous permet en fait de réduire votre bénéfice et payer moins d'impôts.
Ouais. Ce que ne fait pas le prêt Très moyen bien. terme. Monsieur Honoré, justement. Alors, autre avantage, puisque tout à l'heure on parlait d'apport, d'accord, c'est un crédit, d'accord, pour lequel on n'a pas besoin de faire l'apport. Bonne nouvelle alors. Alors, une bonne nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Très D'accord. bien. Ok. Alors justement, on va arriver bientôt à la fin, donc on va prendre les dernières questions. Est-ce que dans la salle, alors madame, allez-y, posez votre question. Attendez, il y a le micro puisqu'il faut que les personnes qui sont sur Internet entendent. Merci. Allez-y, je vous en prie. Oui, non. Allez-y, on vous attend. Allez-y. Non, c'est pas ouvert. Hein, c'est pas ouvert. Votre micro est ouvert ou pas? Alors, ma première question, c'est est-ce que vous avez des réticences à accorder un prêt à un jeune de moins de 25 ans? Et la deuxième, qui est dans la même partie, c'est est-ce que vous pouvez accompagner et conseiller les jeunes entrepreneurs? La deuxième, c'est Est-ce que vous pouvez accompagner et conseiller les jeunes entrepreneurs? Donc la première, c'est est-ce que vous financez? alors. Mais Est-ce que vous financez? on dira, je répondrai comme on a dit, il y a des organismes aujourd'hui qui conseillent. Quand vous allez par l'initiative Martinique, parce que c'est à madame qu'il faut poser la question, elle vous accompagne. Et c'est peut-être plus intéressant parce que nous, si vous voulez, bon, on ne doit pas prendre parti, ça veut dire. Voilà. 25 ans, rien ne nous gêne. Hein, rien ne nous gêne. Non, Au il y a niveau de pas l'âge, d'âge, en après, fait. c'est le projet. Il y a Mais pas d'âge. bon, bien évidemment, à 25 ans, on peut ne pas avoir de l'expérience. Donc là, on va quand même vous dire, c'est peut-être un optimisme votre prévisionnel, mais là il n'y a pas une histoire d'âge. Moi j'ai vu des gens de 25 ans qui ont porté de merveilleux projets. D'ailleurs aujourd'hui, moi j'ai un certain âge et je suis entourée d'une équipe de jeunes et heureusement parce qu'il y a des projets qui je me dis oh là là ça va fonctionner et ils me disent mais bien sûr ça c'est la tendance d'aujourd'hui. Et ce sont des jeunes qui portent tout ça. Donc oui, il n'y a aucun souci. Mais au niveau conseil, je pense qu'il y a des partenaires pour cela et qu'il vaut mieux se diriger vers eux. Alors, Initiative Martinique, nous on accompagne sur le financement, mais pour la partie projet, montage du projet, c'est Martinique Développement qui organise ce salon OZ, qui peut vous diriger vers les partenaires. Nous, on est vraiment sur le conseil financier, sur la stratégie financière. Donc forcément, nous, en tant que garant, vous avez déjà pris contact avec une banque, on va contacter cette banque, on verra si elle est intéressée par votre projet, on va relire votre business plan pour vous dire si le business plan est cohérent par rapport à l'activité et à ce que vous demandez. Mais il n'y a pas de souci, il faut appeler chez nous. Vous avez notre question? Oui, tout ce qui concerne la finance, oui. Effectivement, Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. on le tout à fait en amont, mais Tout quand à on est fait. jeune, on ne connaît pas forcément les tenants et Très aboutissants bien. du... D'accord, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vais devoir arrêter ce sujet qui est très, très passionnant. J'espère que vous avez apprécié ce format un peu inédit. Donc déjà, je remercie parce que vous avez eu quand même 3 banquiers qui sont assis l'un à côté de l'autre. Vous avez vu qu'il y a à peu près le même discours sur beaucoup de choses. Donc merci, Monsieur Honoré, Madame Dolly, Madame Rosé, d'avoir joué le jeu. Merci Philippe. Et nos 75 participants. Et nos Oh, 75 génial. participants dans la salle. On vous remercie, on vous dit à bientôt. Et puis bon salon Oz. Merci.